Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Guérin dans ses bureaux chez Club Tissu. Un moment, encore une fois, extraordinaire. Écoute, vous allez l'entendre à chaque fois parce que j'ai des invités qui sont juste lumineux et qui apportent tellement. Il va vous parler de l'allégorie du savon. Il va vous parler de la culture qui est non négociable pour lui. On parle d'humain. J'en dirai pas plus. Allez écouter, prenez des temps de pause, prenez des notes parce que pour les personnes qui ne savent pas par où commencer, vous avez des clés de succès, vous avez des pépites. En quelques minutes, là, vous allez pouvoir mettre en place comme ça une belle réflexion aussi à avoir. Donc, je vous laisse avec Frédéric Guérin. Enchanté, Frédéric. Enchanté. Tu parais plus grand que la caméra quand je t'ai vu sur Zoom. Un bonheur de te recevoir au studio Parfait. ce Merci. matin. On a un ami commun, Manuel, qui est extraordinaire et qui m'a parlé de toi, qui m'a dit il faut que tu rencontres Frédéric. Alors voilà, enfin. Frédéric, tu poursuis le travail que tes parents ont débuté, ont bâti. C'est devenu une entreprise extraordinaire. Je suis à peine rentrée, puis là j'ai hâte avant de partir d'aller faire un tour dans ton magasin Club Tissu. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà de reprendre? Parce qu'on parle beaucoup de relève. Des fois, il y a plusieurs cas. Les parents n'ont pas, en fait, les propriétaires n'ont pas de relève. Ouais. Ou ils ont de la relève qui ne sont pas intéressés à l'entreprise. Ouais. Dans ton cas, ça s'est passé comment? Ben, en fait, c'est comme un concours d'incidents qui m'a amené à travailler dans l'entreprise. Puis au départ, je pensais pas honnêtement y faire ma carrière. J'avais dit à mon père que oui, OK, je pourrais embarquer peut-être un an. Mhm. Puis c'est en rentrant dans l'organisation, en découvrant un peu les projets, les gens, tu sais, que je me suis rendu compte que le contexte de l'organisation peut être secondaire si tu sais, ce qu'on aime, c'est bâtir l'entreprise avec des gens, des projets, tu sais, oui, générer de la croissance, une Mhm. vision pour l'organisation. Mais je pense que c'est devenu la trame narrative la plus intéressante. Fait que ce qui m'a motivé de poursuivre ça puis d'amener ça à un autre niveau, je te dirais que c'est beaucoup, tu sais, le potentiel de croissance de l'entreprise, les gens avec qui de faire ça. Puis c'est sûr que notre domaine est super intéressant parce que moi, je suis pas un fan de couture, c'est pas quelque chose que je fais C'était une de mes... personnellement, OK. mais les gens qui travaillent avec moi sont passionnés. Puis Mhm. eux trippent tous les jours, nos clients trippent énormément sur ce qu'ils font. Fait que c'est un environnement qui est très vibrant, qui est très intéressant. Les gens, ça amène une belle énergie. Fait que tout ça Mhm. ensemble. C'est beau parce que j'entends humain, j'entends projet et c'est finalement de faire grandir. Hein, ce qui te motive, c'est comme tu dis la trame, mais c'est de faire grandir une entreprise, faire grandir le monde qui est dedans. Quand tu regardes le cheminement qui a été fait jusqu'à présent, as-tu pu mettre qui tu es dans cette entreprise-là? Parce que, puis en même temps, comment tu fais pour que tes équipes aussi mettent du leur? Parce que c'est Ouais, pas juste ta vision. Il y a ta vision, où est-ce que tu veux te rendre, mais j'ai rencontré une personne en arrivant, Mélina, puis elle est elle. ouais, J'ai pas parlé longtemps, ça a été en 10-15 minutes de aide-moi pour le studio, et ouais, puis ça a été... Et c'est elle. Hein. ouais, exact, exact. C'est- Ben, tu sais, premièrement, dans ta question, tu sais, on parle un peu de culture d'organisation là-dedans. Exact. Je te dirais que dans les 5 premières années, j'étais plus dans la posture, parce que ça fait 15-16 ans maintenant que je fais ça, là, je suis pas très bon dans les dates. Dans les 5 premières années, j'étais plus dans la posture de je suis une relève familiale, faut que je réussisse, je veux plaire, tu sais, fait que j'étais moins dans moi-même ou dans la Mhm. vision ou la culture que moi je voulais mettre en place, mais plus dans ce que je pensais qu'il fallait faire. Et là, avec le temps, j'ai réussi à prendre ma posture où j'étais plus vraiment dans moi-même, ma vision, l'impact de la culture que je voudrais avoir. Là. Je parle de la vision de la culture aussi, là, pas juste pour Mhm. l'organisation. Puis, grosso modo, je crois beaucoup que les dirigeants, c'est nous qui parlent la culture, mais après ça, les employés viennent la nourrir, puis ça devient un peu plus grand que nous. T'sais. Fait que je pense que la base de, de, de ce que j'ai fait, puis de pouvoir mettre ma couleur dans l'organisation, c'était de commencer par instaurer une culture qui me ressemblait. Et après ça, de m'entourer de gens qui voulaient venir contribuer à cette culture-là. Puis Mhm. à un moment donné, ben, c'est ça, c'est beau de voir des fois, tu es comme, waouh, OK, ils viennent d'arriver telle affaire. Puis grosso modo, c'est une initiative qui est 100% alignée avec la culture, puis ça vient pas de moi du tout, puis c'est génial. T'sais. C'est extraordinaire. Pour pouvoir avoir une culture à ta couleur, ça prend une sacrée connaissance de soi. Ouais, ça prend de bonne connaissance de soi, effectivement. Euh, c'est quoi le chemin qui a été parcouru à ce niveau-là? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup qui vont passer la performance en premier et s'oublier là-dedans. Mm.
Souvent, d'ailleurs, c'est des gens qui vont porter, et ça va devenir lourd, l'entreprise, parce que finalement, c'est pas forcément aligné avec leurs besoins, leurs valeurs, etc. Comment tu as fait pour ne pas te perdre Ouais. là-dedans? Ben, dans le fond, quand tu parles d'apprendre à se connaître, c'est sûr que ça, c'est un chemin, tu sais, c'est la première étape, de comprendre ce que moi je veux, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui est mes forces, c'est quoi l'impact que je veux avoir sur les autres, tout ça, tu sais. Fait que quand tu connais bien ça, puis t'es groundé, t'es en paix avec ces forces-là, en paix avec ces faiblesses-là aussi, je trouve que c'est plus facile de l'intégrer puis de le garder, tu sais. Mais l'entourage fait une grande distinction. J'ai fait beaucoup de programmes de formation dans ma vie, été entouré de mentors, de coachs qui m'ont aidé à bâtir ça, là, tu sais. J'aime beaucoup l'adage on est la somme des 5 personnes qui nous entourent ou quelque chose comme ça, Ouais. là. Ben, pour moi, là-dedans, il y a exactement ça. Il y a euh, de s'entourer de gens qui nous aident à être dans cette posture-là, puis que ça soit intégré complètement et non des gens qui nous amènent à être une version différente de nous-mêmes, là. Ouais, j'aime beaucoup ça, puis j'ai noté, tu sais, faire la paix avec tes forces et les faiblesses, parce que souvent on a nos forces, on ne veut pas les reconnaître parce qu'on a peur de se vanter, ou il y a plein d'éléments. Mais faire la paix avec les faiblesses, c'est tellement important parce que pour moi, c'est un filet de sécurité que je me donne parce que plus je les connais, plus je dis, ben écoute, ça c'est pas ma force, je vais le dire. Qui, qui ici a cette force-là? Parce que... Exact. Et donc, ça nous, enfin, pour moi, c'est même pas un filet de sécurité, c'est un parapluie. Ouais, Où il y a personne qui peut venir appuyer sur le bobo. Je le sais. ouais, exact. Je le sais. Fait que je trouve ça extraordinaire. Vous êtes rendu combien chez Club Tissu aujourd'hui? Ben, on est à peu près 200, 250 selon les saisons. Beaucoup d'employés à temps partiel, là. C'est un grand nombre d'employés pour la grandeur de notre organisation. On a des magasins qui sont franchisés aussi, là, donc OK. ça inclut des équipes de nos magasins franchisés. Mais grosso modo, ça tourne autour de ce chiffre-là. Euh, Beaucoup d'organisations vont dire plus ça grossit, plus c'est difficile de garder l'humain au cœur des organisations, ou ça coûte trop cher de garder l'humain au cœur des organisations, puis de faire attention à nos équipes de travail. Qu'est-ce que tu répondrais? Bien, clairement, quand on grandit, ça prend des compétences qui sont différentes. Parce que la méthode que tu utilisais à 5-6, elle ne peut pas fonctionner à 50, puis elle ne peut pas fonctionner à 100. Tu sais. Donc, il faut se garder à jour. Tu sais. Mais il y a des organisations de 50 000 personnes qui mettent les mains au cœur, puis ils y arrivent très bien. Je pense qu'il faut que ça soit une partie intégrante de la culture, que ça soit non négociable aussi, tu sais, parce que c'est facile pour avancer des projets, de tasser les humains, ou etc. Mais si ça devient non négociable, puis c'est comme nous, c'est ça qui est, ce qui est C'est le la plus norme. important, Ouais. je pense que l'organisation est capable d'y arriver. Ceci étant dit, c'est un problème qui est très complexe parce qu'une organisation peut prendre complètement soin de ses gens. Les gens peuvent se sentir comme si ce n'était pas le cas parce qu'eux ont leur propre histoire, ils ont construit leur propre personnalité et dans leur langage à eux, tel élément peut faire en sorte que ça débalance tout ça. Fait que c'est un problème complexe, puis nous, on essaie de régler ce problème-là principalement par bien former nos gens, surtout les managers, à être capable d'accompagner ces gens-là, peu importe la couleur de ça. Puis ça, ben, ça fait en sorte que c'est plus agile, c'est plus résilient, là. Donc, peu importe ce qui se passe, on essaie d'accompagner ces gens-là. Ceci étant dit, tu sais, on a quand même des choses à respecter, on a une business à faire avancer, puis etc. Fait que c'est tout le temps l'espèce de faiblesse, pas la faiblesse, mais la justesse entre ça qu'il faut garder en tête, là. Mais moi, j'ai une croyance qui est non négociable, justement, qui est que quand tu es bien, tu es plus performant, là. Fait que, tu sais, je veux dire, si on veut générer plus de performance, donc il faut s'assurer que les gens soient bien. Sinon, au final, la performance va descendre, là. Peut-être une J'aime ça. illusion de performance, là. J'aime ça. Tu parlais justement de former les managers. Tu sais, c'est un peu le garde-fou, hein. On a toujours des personnes, des ambassadeurs à Ouais. l'intérieur. Puis plus ça grossit, plus on a besoin d'ambassadeurs et des départements qui vont Ouais. porter la culture. Est-ce que tu as des exemples de gens où tu disais, bon, ben, ils ont leur personnalité, on a beau donner, des fois où tu sais, on va donner de l'engrais, on va donner les ressources, mais des fois, ça va prendre quelque chose de plus. Ouais. Des exemples concrets de gens qu'on a accompagnés comme ça, Oui, par exemple? oui, sans donner de nom forcément, Ouais, mais ouais, vraiment, exact. c'est juste... Ben, tu sais, dans le fond, moi, ce que je crois, c'est que beaucoup dans l'organisation a beau avoir la meilleure culture ou avoir, tu sais, les meilleurs programmes d'aide aux employés, etc. Si la personne qui est ton boss direct
ça ne fonctionne pas, mais ça a des impacts importants sur toi. Là, parce que tout le reste ne devient pas important parce que la majorité des gens, on est dans la forêt et on voit l'arbre devant nous. Même si la forêt est extraordinaire, si l'arbre devant nous bon. Fait que dans certains cas, c'est un problème de confiance en soi. On a déjà eu un manager qui, de la façon qu'il parlait, était un peu direct. C'était une personne qui était très ouverte puis très intéressée au bonheur des gens, mais ses habitudes au niveau du langage étaient très directes. Puis cette personne-là faisait sentir les gens comme incompétents. Mais c'était pas son intention. Fait que là, ça déclenchait des choses chez des gens. Fait que t'as beau dire, hey, on fait attention aux humains, tout ça, si cette relation-là fait sentir quelqu'un d'incompétent, puis pour elle, sa confiance en elle était bâtie sur je suis compétente au travers. Donc, tu défais ça, ça devient super complexe. Là. Donc, il a fallu qu'on intervienne, mais d'intervenir, ça, c'est de changer les habitudes de langage de quelqu'un, d'y montrer l'impact que ça peut avoir sur l'autre, travailler la confiance en... C'est ça, donc, parce que ça marche dans les deux sens, là, parce que ne le prends pas personnel, c'est sa manière d'être aussi. Exact, c'est ça. Il n'a pas eu à tisser et à aller chercher des fioritures pour dire la même chose. C'est ça. C'est pas à propos de toi, c'est la personne qui a une faiblesse, justement, peut-être dans ses habitudes de langage. Oui, exact. Et puis la confiance, et c'est pas la première fois, enfin moi j'enseigne justement dans la confiance en soi dans les organisations, puis je le vois, autant les gens qui ont beaucoup de confiance vivent des émotions, parce que la majorité du temps, on va porter notre attention sur les gens qui en manquent, ce qu'ils vivent, comment ils se sentent, et puis le monde est plus difficile pour ces personnes-là, mais on oublie souvent que même les personnes qui ont la confiance en vivent tout autant, se sentent solitaires. Il y a moins de gens autour d'eux parce que des fois, ils vont vite, ils voient les drapeaux beaucoup plus vite que les autres parce qu'ils sont plus en avance, parce qu'ils n'ont pas ces peurs-là, donc ils sont prêts à avancer. Et de ce qu'on m'a remonté comme information, ce sont des gens qui se retrouvent tout seuls à essayer de prêcher un peu la bonne parole en disant non, je le sais, mais ils n'ont pas l'écoute forcément parce que de l'autre côté, ils ne sont pas prêts non plus. Exact. Et ça m'amène à, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit, vous avez créé une académie de développement personnel. Et moi, j'ai eu la chair de poisson là, puis là, je le dis, puis c'est encore là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu es allé là? As-tu des exemples? Qu'est-ce que ça a changé dans ton organisation? J'ai plein de questions avec vas-y. Bien, écoute, je vais te parler de la genèse de ça. C'est que quand on veut former des cadres de haut niveau, qu'est-ce qu'on fait? On leur paye formation sur le développement de la personnalité, coaching, des plans de développement, etc. Fait que si c'est bon pour des hauts cadres, c'est bon pour tout le monde. Okay? Notre organisation, bon, prenons l'exemple qu'on est 250 en ce moment. On ne veut pas que ce soit les 15 personnes du siège social qui fassent avancer l'organisation. On veut que ce soit les 250 qui puissent y contribuer à leur manière. Donc, si on veut rendre ça accessible pour tout le monde, il faut débloquer ça pour tout le monde. Fait en internalisant un programme de formation sur le développement humain, dans le fond, parce que dans cette académie-là, on ne parle pas du tout de compétences qui sont, on va dire souvent des hard skills. Donc, pas de compétences qui sont... comment devenir meilleur dans ton travail, mais c'est vraiment comment développer ta personne. Fait que, grosso modo, on s'est dit que si on veut amener l'organisation à un autre niveau, il faut rendre ces informations-là accessibles à tout le monde. Puis ça passe beaucoup par la formation. Parce que si tu comprends comment tu fonctionnes, comment les autres fonctionnent, comment la communication fonctionne, comment l'influence fonctionne, et etc., bien, après ça, nos conversations elles peuvent être à un autre niveau, puis on peut avoir une conversation différente. Comme par exemple, l'exemple qu'on donnait tantôt, bien, le manager a plus d'écoute, puis l'employé a plus d'écoute aussi, parce qu'on a une base de communication qui est similaire. Donc, ça nous aide vraiment à tisser des liens, amener les gens à un autre niveau. Plus qu'ils sont bien dans leur vie personnelle et au travail, bien, plus qu'ils sont bien chez eux, c'est une très bonne chose. Puis plus qu'il y a de la performance au travail aussi. Donc, c'est le retour sur investissement de quelque chose comme ça est très bon. Fait que c'était ça un peu l'idée de la base. Mais c'est qu'on n'est plus d'égo à égo, parce que là, c'était ça. Je parle, je suis direct, je me sens mal parce qu'il me parle mal, je me sens pas reconnue. Ou là, on tombe dans je me protège finalement, et en mode protection, on est dans le mode égo. Parce que là, on est humain avec humain et on peut se dire les vraies choses. Comment ça a été reçu? Est-ce que tout le monde, vous êtes 250, est-ce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas le service?
Ben, il y en a eu un petit peu au début. Je dirais que la première cohorte, là, tu sais, il y a eu un peu de résistance, tu sais. Puis là, il a fallu quelques personnes qui aient un peu plus de courage d'embarquer dedans. Puis après ça, les gens sont sortis de là, puis on était comme, waouh, c'est vraiment le fun. Puis j'ai vraiment adoré ça. Donc, presque tout le monde passe à travers ça. Un petit enjeu qu'on a en ce moment, c'est que on n'a pas un énorme taux de roulement, fait qu'on n'a pas tout le temps des nouveaux, fait que c'est difficile des fois de repartir d'une nouvelle cohorte pour réintégrer tout le monde. Mais théoriquement, tout le monde a accès, puis pas mal, la grande majorité des gens participent, la très grande majorité des gens, là, on doit être en haut de 95 là. C'est extraordinaire. Puis j'aime ça, le taux de roulement qui est très faible ou peu, Ouais, ou pas, en fait. Euh, Est-ce que, justement, parce que quand j'entends ça, puis tu es la deuxième entreprise à qui je parle depuis début mai, qui me dit, Zara, quand on en a qui partent, c'est parce que notre besoin, notre raison d'être ne fit pas avec sa raison d'être et donc on le réalise ensemble. ouais. Est-ce que c'est dans ces cas-là aussi que, justement, l'alignement ne se fait pas et que... Oui et non, parce que, tu sais, faut comprendre que dans le commerce de détail, tu sais, on a des grands-mamans qui sont des semi-retraités qui travaillent pour nous 2, 3 jours semaine. On a des étudiantes, puis là, il y a une réalité aussi de ça, là. Tu sais, des fois, les gens vont partir parce que ils déménagent, parce qu'ils ont fini leurs écoles, puis ils vont travailler dans ce qu'ils sont, tu sais. Fait que, tu sais, il y a plusieurs raisons. Je te dirais que la majorité de notre taux de roulement va être sur parce que les étapes de la vie sont rendues différentes, tu sais. Donc, des fois, la grand-maman, la priorité devient les petits-enfants pour plein de raisons, puis parce qu'il y en a un de malade ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, la vie fait qu'il y a du roulement, on s'entend, mais au siège social, qui sont plus des jobs temps plein, d'une carrière, par exemple, ou, tu sais, par exemple, dans les postes de carrière qu'on a dans les magasins, parce qu'il y en a aussi, ben oui, effectivement, s'il y a des départs, c'est que là où on est rendu, puis la personne est rendue, il y a soit un combat, un conflit de valeurs, un conflit de vision ou autre chose. Là. Oui, puis après, il y a souvent aussi des gens qui vont quitter juste parce qu'ils veulent vivre d'autres Exact, expériences exact, aussi. exact. Et puis c'est, au contraire, moi, je le vois comme des ambassadeurs parce qu'ils ont adoré être chez vous. Puis Exact. c'est des ambassadeurs qu'on a créés pour la vie. Oui, Merci, oui, oui, bonsoir. oui. Quoi. Dans la majorité du temps, C'est c'est ça que ça donne. extraordinaire. Puis éventuellement, c'est leurs enfants qui reviendront d'une manière ou d'une autre. Donc, Ouais. j'ai noté plusieurs choses quand tu parlais des grands-parents et puis des jeunes. Ce que j'entends et ce que je vois, c'est une communauté que tu as Ouais, créée exact. finalement. Alors, il y a un transfert de connaissances, il y a Ouais. quelque chose qui est en train de se passer là. Oui, oui, oui. Ben, c'est quelque chose qui tourne beaucoup autour de notre industrie, tu sais, parce que les gens qui travaillent pour nous, majoritairement, sont passionnés de couture ou de création, là. Ça peut être du tricot aussi, il y a d'autres sphères autour de ça. Et de tous âges, il y a tellement de spécialités. Puis le transfert de connaissances se fait dans les deux directions, là. Tu sais, les plus jeunes vont aider les plus âgés avec la technologie, les réseaux sociaux, les nouvelles méthodes de faire, etc. Bon, puis ceux qui ont plus d'expérience, ben, vont transférer des méthodes. Souvent, tu sais, dans la cafétéria, il y en a qui vont dire comment tu ferais tel projet, mais moi je le ferais comme ça, je le ferais comme ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'échanges qui se fait là-dessus, mais le fil conducteur qui est la passion de créer est là. Fait que c'est toutes ces générations-là s'entendent entre eux là-dessus, même si certains vont faire du cosplay puis d'autres de la courte pointe, c'est deux univers complètement Bien différents, sûr. mais qui peuvent se réunir dans cette passion de créer-là. Ouais. T'as appris beaucoup de choses dans ce temps. On voit que tu connais quand même tricot. Tu sais, tu connais tu connais Oh, ouais. tu sais ce que tu fais, même Ouais, si ouais. tu n'es pas quelqu'un Ouais. qui a grandi là-dedans, en tout cas qui a aimé ça dès le début. Euh, euh, il y a plusieurs, parce que j'entends artistes, donc on a des artistes quand même créateurs Ouais. dans l'entreprise. Comment tu arrives à jumeler justement l'artiste avec des projets terre à terre qu'il faut faire avancer? Souvent, je me regarde où mon côté artiste est en train de se révéler de plus en plus. Puis là, je suis partie sur un spectacle conférence qui va aller avec le livre. Puis j'ai une vision, puis je dois revenir dans ton magasin parce que mon baluchon, il va se faire ici. mais mais tu sais, de juste réaliser que au-delà de ça, comment tu gères quand tu as des créateurs, littéralement, Ouais. et en même temps qui sont gestionnaires? Ouais. Est-ce que des fois, c'est difficile ou pas? Ouais. Dans le fond, tu sais, nous, on utilise les tests psychométriques Nova, puis tu sais, presque tous nos employés vont le passer à travers le cadre de l'académie. Fait qu'on a des statistiques là, sur nos employés. Puis de faire de la couture, du tricot, tout ça, c'est très, très minutieux. Fait qu'on a des profils qui sont pas si créatifs dans le sens artiste, mais qui aiment créer de leur main. Tu sais, c'est un peu différent, mais ça Ok. demande beaucoup de minutie, tout ça. Mais grosso modo, dans une équipe, on a besoin de tout.
Puis je pense qu'il faut juste faire en sorte que les gens collaborent ensemble, travaillent ensemble, reconnaissent leurs forces, reconnaissent les forces de leurs collègues, puis arrivent à travailler ensemble en disant, ben moi je suis plus créatif, moi je suis plus organisé, comment on peut travailler ensemble. Puis après ça, ben, ça revient au cadre que je te disais tantôt. Tu sais. Nous, l'organisation, il faut mettre des processus en place, puis une espèce de rigidité quand même autour en disant, hey, la méthode qu'on utilise, c'est ça, c'est bon pour tout le monde, jusqu'au jour où on la change. Mais pour l'instant, c'est ça. Puis d'avoir ce cadre-là ou cette méthode de travail-là, c'est une responsabilité de l'organisation aussi. Tu sais. Mais ce que je vois beaucoup dans beaucoup d'organisations qui essaient de faire une transition de quelque chose qui est très organisé par le pouvoir, puis de dire, ben l'organisation t'a dit comment faire, t'as pas ton mot, à quelque chose de plus libre. Il y a un moment où des fois les organisations vont se perdre là-dedans parce qu'il manque de rigidité, tu sais. Puis un exemple que j'aime... On tombe dans le trop gentil. Exact. Puis un exemple que j'aime bien, que j'ai reçu d'un ami, Éric Michel, en fin de semaine, un exemple qui disait, je trouve que l'illustration est super belle. Je pense que c'est la grand-mère d'un ami qui disait ça. Nous, notre rôle comme organisation, c'est un peu comme avoir un savon mouillé dans la main. Là. Si tu le tiens trop fort, il va partir par en haut. Si tu ne le tiens pas assez, il va tomber vers en bas. Fait qu'il faut que tu aies juste la bonne pression pour le faire, tu sais, tenir sans qu'il aille d'un bord ou de l'autre. Puis je trouvais ça excellent. Fait que pour que ça marche, dans le fond, l'organisation, il faut qu'elle ait la bonne pression, fasse collaborer les gens. Tu sais, il y a comme toute cette illustration-là. Là. C'est beau comme la prochaine fois que je vais tenir une barre de savon, je pense à ça, c'est sûr. C'est sûr. Quand tu disais justement, quand on travaille sur soi, qu'on se découvre et que on aide les gens à communiquer beaucoup plus et à tisser des liens, est-ce qu'il y a parfois des personnes qui se sentent un peu coincées dans le sens où, mais ça c'est mon professionnel, puis ça c'est mon personnel, on n'est pas censé faire des liens ou des gens qui se sentent pas à l'aise d'aller dans leurs peurs, leurs doutes, etc. En fait, on ne les force pas à aller là. Parce que dans notre académie, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne de la formation. Mais ce n'est pas un groupe d'entraide, c'est pas une thérapie. Je veux dire, on leur donne de la formation pour leur dire hey, ça fonctionne comme ça. Dans les cohortes qu'on forme, il y en a qui vont partager des expériences, il y en a qui ne le feront pas. C'est pas important. C'est juste qu'il y a l'information. De dire, OK, il y a différents types de personnalités. Moi, ma personnalité s'est bâtie plus comme ça. Puis les réflexes que j'ai bâtis sont pour ça. Et si je veux changer, voici les méthodes. Après ça, les gens ont la liberté de le faire ou pas. Ensuite de ça, par exemple, si elle vit un moment difficile, puis qu'elle va voir sa patronne, puis elle dit je vis telle affaire, bien là, en plus, il y a un langage commun. Puis on est capable de dire c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. La personne comprend, puis on est capable d'échanger, mais il n'y a à aucun moment où les gens sont obligés de partager. Fait que tout le monde est différent. Il y en a qui vont partager beaucoup plus, il y en a qui sont pas prêtes, il y en a qui arrivent pour partager, deviennent les yeux pleins d'eau, tu comprends que c'est pas le moment. Fait que tu sais, c'est toutes ces réponses, en fond. Et puis, en fait, il y a aussi j'ai l'image de quelqu'un qui me dit, moi, je suis tannée d'écouter les gens avec leurs histoires, puis ils n'arrêtent pas de pleurer. Donc, on a ça aussi, où finalement, on n'a pas touché nos propres émotions. Donc, forcément, avoir des gens qui touchent aux leurs, c'est inconfortable chez soi si on n'y a pas touché et qu'on ne se donne pas le droit d'y toucher aussi. Et puis des fois, on n'est pas forcément conscient qu'on n'y touche pas non plus. Non. Mais... c'est ça. C'est un problème 360 très complexe. Exactement. Là. Mais tu sais, il y a des petites compétences qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Tu sais, comme souvent, les gens qui ont besoin de parler ont juste besoin d'écoute. Ils n'ont même pas besoin de conseils ou whatever. Ils ont juste besoin de... sortir ça. Après ça, nous, on va former nos managers à dire, on ne restera pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quoi les prochaines étapes? Fait que cette formation-là nous aide dans ça, mais après ça, nous aide aussi à accompagner notre soeur, notre mère, notre père, notre fille qui vit d'autres moments comme ça. Mais comme tu l'as dit, il y a un effet boule de neige parce que l'équipe est heureuse, elle s'en va à la maison, elle est heureuse, fait que la maison, ça se passe bien le soir. C'est un effet boule de neige et au final, les enfants touchent, le mari, la conjointe aussi. Fait que ça revient au centuple automatiquement. Là, pour moi, c'est très clair. Si on devait... là, on est dans l'Académie de développement personnel, mais si quelqu'un, une organisation voulait faire une action, 2 actions, 3 actions, puis qui dit, oui, mais je veux bien, mais ça coûte trop cher. Par quoi il pourrait commencer selon toi, Frédéric? Bien, tu sais, il y a plein de moyens, pas si cher que ça, de le faire. Puis, tu sais, ça peut être de se faire un petit club de lecture. Puis, dans le fond, de dire, on est 10 managers, on va s'acheter un livre.
puis on va se le partager, puis on va en parler. Ça coûte pas si cher. Maintenant, c'est tellement rendu accessible, des podcasts, des livres audio. Il y a comme plein de contenus accessibles, puis je pense que juste de parler de certaines choses, ça peut être vraiment bon. Donc, je pense que c'est juste de... Si on veut changer les choses, c'est de changer une des 5 personnes qui nous entourent, puis ça peut être par un livre, podcast ou whatever. Fait que je pense que la façon la plus accessible, c'est de le faire. Mais sinon, il existe aussi, c'est ça, plein de formations, plein d'organismes qui nous aident et qui donnent, des fois c'est les chambres de commerce, des fois c'est les comités sectoriels, ou etc., qui donnent accès à des formations d'une grande richesse, puis que c'est pas si dispendieux que ça aussi. Là. Fait que l'idée, c'est de sortir de son zone de confort, explorer, essayer, mais surtout discuter. Et c'est en changeant une chose, parce que souvent, une chose en entraîne une autre. Exact. Fait que juste une discussion ou une question que l'on a, qu'on garde en boucle chez nous depuis 2 ans, juste à dire je vais en parler, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre juste à ce moment-là. OK, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as été quelqu'un, ça paraît niaiseux comme question, mais je vais la poser pareil. Pour faire ce que tu fais et pour être qui tu es, est-ce que tu as eu à te transformer ou tu es né et ces valeurs-là d'humanité étaient déjà présentes? Bien, je pense que ces valeurs-là d'humanité étaient toujours présentes, mais j'ai eu besoin de me transformer. Là. Dans le sens où la personnalité que j'ai bâtie très jeune dans le sport élite, était beaucoup dans la performance, puis c'est venu beaucoup pour moi avec... Tu faisais quoi comme sport? Volleyball, soccer, OK. presque tous les sports, mais de niveau De plus gros intense, niveau, ça a OK. été ces 2 sports-là. Puis la mentalité dans ce temps-là, c'était un peu écrase ton ennemi, puis On veut faire les gagner camps de à sélection, tout- on ouais, veut ouais. gagner à tout prix. Ouais. Les entraîneurs étaient très sévères et durs avec nous. Fait que ça m'amenait beaucoup de reconnaissance puis de réussite. Donc, je pense que j'avais bâti ma personnalité beaucoup à un moment donné sur performance est égal à posture plus confrontante, puis etc. Puis quand j'ai laissé aller ça, puis je me suis rendu compte que c'était plus à mon service, ça m'a apporté beaucoup. Fait que oui, il y a eu une transformation là. J'aime ça quand tu dis ce n'est plus à mon service. Ça a servi Ouais, à un moment donné. Puis c'est comme, tu sais, dans toutes nos organisations, souvent notre mode de protection qu'on va se mettre nous sert. ouais, C'est juste que souvent, on ne réalise pas, des fois, il va nous desservir. Puis c'est de savoir quand l'utiliser et quand ouais, savoir le laisser aller. ouais. Cette transformation-là, est-ce que même chez tes parents, l'humanité, est-ce que la communauté était présente plus jeune? Comment c'était? Dans cette transformation-là, Oui, tu dans veux cette dire? transformation-là, mais même jeune, tout jeune, est-ce que tu avais la communauté autour de toi ou est-ce que tu as grandi? Ben, tu sais, moi, je suis enfant unique, j'ai pas de frères et de sœurs. J'avais des parents qui étaient très présents, j'avais une grande famille, beaucoup de cousins, cousines, beaucoup d'amis, tout ça, tu sais, fait que cette question-là, je pense que chaque interaction, chaque aventure nous amène à bâtir notre personnalité puis à devenir un peu cette version-là. Mais oui, tu sais, je pense que de bien s'entourer, puis j'ai eu la chance d'être très bien entouré, fait que... Est-ce que tu as eu des mentors ou tu as des mentors encore aujourd'hui? Ben, beaucoup, en fait, là. Ouais. Ça serait long de nommer la liste, là, Ouais. mais moi, je pense que de mes plus grandes qualités, c'est que je suis très curieux. Je pense que c'est ce qui m'a aidé à évoluer et à changer. Puis je trouve que la curiosité, il y a, oui, tu sais, vouloir apprendre, mais il y a aussi que, pour moi, quand tu demeures curieux, c'est que tu dis aussi que tu n'as pas la vérité. Parce que si tu détiens la vérité, tu ne restes pas curieux sur quelque chose. Donc, fait que, tu sais, tout le monde, tu sais, encore hier, j'étais avec un groupe, on avait une formation ensemble, tu sais, je posais beaucoup de questions aux gens, j'aime apprendre des gens, donc beaucoup de gens autour de moi. J'aime ça. C'est quoi les défis que tu vois actuellement dans le commerce de détail pour les prochaines années? Ben, dans l'industrie du commerce de détail, il y a plusieurs défis, on Et va se après, le tu dire, peux là. même aller dans ton industrie Ben à oui. toi, là, mais... Ben, en fait, les plus grands défis du commerce de détail, c'est de comment rester pertinent dans un monde qui est en changement complètement. L'échiquier du commerce de détail traditionnel est complètement en train de changer parce que maintenant, les manufacturiers vont vendre direct sur des plateformes comme Amazon, puis Walmart Marketplace, puis tout ça. Donc, le détaillant devient dans une posture où il devient moins utile, on va dire ça comme ça, parce que si tu aimes un produit X ou Y, tu peux l'acheter à 15 endroits différents, accessible dans ta poche, de partout, tout le temps. Donc, pour moi, la pertinence pour le détaillant, si elle veut se poursuivre, c'est dans l'offre d'une expérience, mais d'une expérience qui est quasiment dans le divertissement, là. Il faut que quand les gens viennent chez Club Tissu, ils découvrent, ils touchent, ils expérimentent, ils apprennent beaucoup, beaucoup au niveau de l'apprentissage.
Fait que, tu sais, je pense que c'est ça le plus grand défi. On se le cachera pas, tu sais, l'augmentation des coûts de loyer, des coûts de main-d'œuvre, la pression sur la chaîne logistique mondiale. Mhm. Il y a tous des défis qui sont vraiment pas faciles. Le gouvernement du Québec réglemente beaucoup sur plein de choses en ce moment. C'est toutes des petites choses qui sont à surveiller de plus. Donc, les défis sont nombreux, mais c'est la passion qui nous regarde alignés. Tu dois regarder souvent tes intrants, extrants, tu sais, à s'assurer de Ouais. où est-ce que tu te situes. C'est Ouais. du quotidien pratiquement, hein, parce Ouais, que ça exact. change. Ça change très beaucoup. vite, puis il y a beaucoup d'incertitudes. Fait que Ouais. c'est sûr que il faut demeurer très agile, mettons. Mm. Comment justement cette incertitude-là, comment tu gères ça? Ben, tu sais, je pense que l'incertitude le dit, là, on ne sait pas vers où on s'en va. Donc, quelles compétences on peut développer pour être capable de naviguer peu Mhm. importe où on va arriver? Tu sais, parce que, fait que l'Académie nous aide beaucoup là-dessus. On développe beaucoup l'agilité des gens, notre agilité aussi comme organisation. Puis, grosso modo, on sait pourquoi on fait les choses, mais de comment on le fait, ben, on ne sait pas dans 3 ans ce qui va arriver parce que ça bouge trop vite. Mhm. Donc, de connaître la raison d'être de l'entreprise, puis de l'avoir intégrée, de connaître encore une fois ses forces, faiblesses, puis d'être très aligné avec ça, Mhm. ça nous aide à naviguer dans cette incertitude-là. Là. Oui, puis connaître les besoins aussi, hein, parce que j'ai la sensation aussi que les besoins des gens sont changeants Ouais, et ils changent très vite aussi. C'est qu'ils stannent aussi très vite ah ben je l'ai maintenant, je consomme, je ouais, passe à autre chose, je consomme, ouais, je passe à autre chose. Fait qu'il n'y a plus de ah, je suis satisfait pendant 2 ans de ouais. mon achat finalement. Donc il y a une rapidité aussi de consommation. Oui, effectivement. Mais je pense que Ça dans te notre fatigue. industrie, ben, c'est un énorme Ouais, truc, hein, là, c'est c'est ça. ça. Mais je te dirais que dans notre industrie, on est quand même chanceux Ouais. parce que les gens qui sont passionnés de créer, ben, ça fait partie intégrante de leur vie, là. Tu sais, oui, il y a des Oui. gens qui le traitent en petit passe-temps passager, mais la majorité de nos clientes, c'est des gens qui, pour eux, ça fait partie intégrante de leur vie, là. Mais je prends un exemple parce que vendredi dernier, j'étais à Granby chez une amie qui fait de la couture, puis elle m'a montré toute sa chambre avec tout ce qu'elle avait. Puis Ouais, il y en a encore des gens beaucoup, qui... Il y en a beaucoup. beaucoup. Et je dirais qu'au contraire, dans un monde qui est changeant aussi vite, où on a besoin de ralentir, où on a besoin de se reconnecter, tout ce qui est passion, tout ce qu'on pense que c'est des hobbies, mais ça peut rester des hobbies, mais d'aller acheter son bout de tissu, puis de dire je vais aller le faire, je vais aller tricoter ou je vais Ouais, aller. Enfin, je tricote moi, ben, je fais des points mousse, je fais pas grand-chose, mais ça m'aide à déstresser. Il y a ouais. plusieurs éléments. Donc, il y a en tant qu'humain et pour nos auditeurs qui nous écoutent, de dire ok, c'est quoi vos passions. Puis là, on parle de tissu, mais ça pourrait être la peinture, ça pourrait être l'aquarelle, ça pourrait être autre chose, Ouais, mais ça va vous aider aussi à ralentir et à vous reconnecter finalement. ouais. Il y avait des études sur lesquelles on est tombé qui rapprochaient, tu sais, la couture à la méditation, là. Tu sais, cette espèce de concentration sur le moment présent, puis Exact, d'être dans focus sur quelque chose. Fait que, exact. oui, plus que la vie va vite, plus que l'intelligence artificielle va prendre de place, je pense plus que les gens vont vouloir revenir à des trucs qui sont aussi Ouais. fondamentaux, là. Mais définitivement, puis justement, je suis allée à la conférence des cartolés il y a quelques semaines, et puis c'était un moment extraordinaire. Et derrière moi, il y avait un monsieur qui faisait son point mousse avec, non, son crochet. Je pense qu'il faisait du crochet, puis il n'avait pas besoin de regarder l'écran de façon écartelée, on n'a pas besoin Ouais, de le regarder, juste de fermer ses yeux ou d'être dans ton moment présent, puis de dire, OK, bon, ben là, il y a quelque chose qui se passe. C'est extraordinaire. Puis des gens qui ont besoin de toucher, ouais. goûter. Encore une fois, j'ai hâte de descendre parce que je vois que je peux toucher. Euh, Ce serait quoi qu'on pourrait te souhaiter, tu sais, la prochaine année, s'il y avait quelque chose, tu avais une baguette magique, Hmm. tu voudrais quoi pour toi? Si j'avais une baguette magique, je voudrais quoi pour moi? Hmm. Pour toi, pour tes équipes, c'est quoi tu veux voir arriver ou Je pense que ça peut paraître un peu quétaine, là, mais tu sais, d'être plus dans le moment présent pour moi, là, tu sais, je connais toutes ces théories-là, je comprends tout ce que ça peut m'apporter. Des fois, j'embarque encore trop dans
cette vitesse-là d'exécution, puis être trop dans le futur constamment. Fait que plus savourer la vie, plus être dans le moment présent. Donc ça, c'est un objectif important pour moi en ce moment. Puis pour mes équipes, c'est un peu la même chose. Plus de gratitude dans le sens, en général, qu'ils soient plus heureux, plus de bonheur. Puis pas juste par rapport au travail, là, mais dans toute leur vie. Là, fait que ben, ça ressemblera à ça. C'est beau. Si tu devais rencontrer le Frédéric de 7-8 ans, tu lui dirais quoi? Continue, fonce. C'est sur la bonne voie. Ah, j'ai la chair de poule. C'est magnifique. Merci infiniment, Merci à Frédéric. toi. Vraiment un grand bonheur de te connaître. Parfait. Un grand bonheur pour moi aussi. Merci beaucoup de l'invitation.